Nous sommes le lundi 21 avril, il est 11h30 et nous sommes en direct de Sarre pour la 42e édition du Bilsart des écrivains. Alors après avoir fêté ses 40 ans, le Bilsart poursuit sa route et ouvre un nouveau chapitre, fidèle à son esprit d'origine, tout en accueillant les idées d'aujourd'hui. Il continue à conjuguer tradition et modernité pour mieux faire dialoguer les voix du présent. Alors pour commencer, je suis ravie d'accueillir Maïder Elkano, coordinatrice de l'événement, qui va nous dévoiler les grandes lignes de cette nouvelle édition. Le Bilsart qui mêle racines et ouverture. Maïder, comment ce festival parvient-il aujourd'hui à faire dialoguer la culture basque avec des voix venues d'ailleurs ? Alors, l'ADN du Bilsart a toujours été d'accueillir des écrivains, donc surtout des créateurs. Il y a évidemment des maisons d'édition et des associations qui viennent depuis longtemps et qui sont là, qui font partie, et des personnes qui font partie vraiment de la chaîne du livre. Mais vraiment, l'ADN du Bilsart a toujours été d'accueillir surtout des écrivains. Donc, dans les écrivains, il y a des personnes qui écrivent et qui sont basques, mais il n'y a pas que ça. Le fil rouge un peu du Bilsart, c'est vraiment ce qui nous réunit ici, c'est le territoire basque, tout simplement. Merci. C'est un événement évidemment littéraire, mais pas seulement. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la diversité des formes et des disciplines représentées aujourd'hui pour cette 42e édition ? Alors petit à petit, on est en train d'accueillir de plus en plus de personnes qui font partie vraiment de la création. Ça peut être de la création contemporaine, mais toujours au sujet autour de l'écrit. Donc on essaye avec cette exposition qu'il y a aussi à la Rungela aujourd'hui. Mais de plus en plus, on essaye d'ouvrir à des formes nouvelles. Et pour nous, justement, toute cette recherche autour de l'écriture est très, très importante. Mileshker Maïder. Bon, on va pouvoir attaquer la table ronde. Donc aujourd'hui, on va explorer un thème à la fois vaste, sensible et poétique, qui est l'ailleurs. Et ce qui vient faire résonner en nous, dans la création, dans la rencontre, dans l'identité. Alors, je vais faire une petite présentation de nos invités, parce qu'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir autour de cette table ronde. Alors, tout d'abord, Antoine Bélanger. Salut Antoine. Salut. Donc, Antoine est musicien et compositeur. Il explore depuis plusieurs années les textures sonores, comme autant de paysages. Ses projets entre pop expérimental et univers électronique cherchent souvent à faire dialoguer l'intime et l'universel, à faire entendre l'ailleurs dans nos propres silences. Antoine, en quoi penses-tu que le rôle de l'artiste est important pour penser et ressentir cet ailleurs ? On a 2-3 jours pour répondre à la question. Évidemment. Je sais pas s'il le fait vraiment, d'ailleurs, l'artiste. Après, mon travail à moi, c'est aussi d'avoir le temps de penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas forcément le temps de penser. Mais c'est à chacun de prendre son temps aussi pour être ailleurs. Tu peux répéter la question ? En quoi penses-tu que le rôle des artistes est important pour penser et ressentir cet ailleurs ? Donc tu vois que je suis toujours un peu ailleurs, personnellement. Moi, je passe pas mal de temps dans les montagnes juste à côté, où c'est mon studio, mon petit studio à moi. Donc je suis toujours un peu ailleurs, dans un endroit le plus sauvage possible, et j'essaye de le ramener aux gens qui peuvent l'écouter chez eux, s'ils n'ont pas forcément le temps d'être à côté d'un buisson toute l'après-midi. Mais je les encourage à passer du temps à côté d'un petit buisson, parce que c'est quand même plus important. Et puis c'est là que l'ailleurs commence. C'est là où commence, où s'arrête l'ailleurs, c'est à chacun de définir ses limites. Moi personnellement, je suis toujours un peu ailleurs, comme j'ai dit, mais on va passer à Maxime. C'était pour une petite introduction. Salut Maxime. Alors Maxime Morel, quand il n'est pas sur les routes, il enseigne l'écriture et l'histoire de l'art à l'école supérieure d'art Pays Basque. Sinon, il passe beaucoup de temps à regarder dehors, se promener sur des chemins de halage, travailler et lire au lit, chercher comment et où mettre ses jambes, écrire à des amis et cuisiner des plats de légumes immenses. Ses yeux sont remplis de paysages rapides, de pins, d'usines, de digues, de perruches
chacoliers, de mondes paléolithiques, d'informations inutiles glanées sur Internet, de personnages qui ouvrent les bras, de joies sauvages, de documentaires animaliers, de cheveux fous, de petites notes. Alors j'ai pris cette très belle biographie sur les éditions Exopotamie. Maxime, est-ce qu'une œuvre d'art évoquerait l'ailleurs qui t'a marqué et que tu voudrais partager ? Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier auquel tu penses, qui pourrait nous rappeler ça ? Le petit cheval, peut-être. Parce que c'est un petit cheval qui se trouve dans la grotte d'Otchoselaya. Et l'ailleurs, du coup, là, c'est plutôt un truc en termes de temporalité. C'est un ailleurs très lointain, en termes plutôt chronologiques que géographiques. Et c'est une œuvre qui me plaît beaucoup parce qu'elle est un peu maladroite, elle est un peu ratée. Elle est au fin fond de la grotte. Et en même temps, à partir de ce truc-là, on peut tirer un fil de toute une autre société possible, qui est la société des paléos, quoi. Et voilà, comme ça. C'est ça que je dirais. Merci Maxime. Alors maintenant, je vais donner la parole à Mélanie Cessioc-Duprat. Salut Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, elle est responsable des éditions Exopotamie. Mélanie explore les textes venus d'ailleurs, traduction, voix minoritaire, croisement culturel. Ton travail éditorial valorise les récits hybrides, les voix déplacées, les formes qui échappent aux catégories figies. Est-ce que pour toi, l'acte d'éditer est un pont entre plusieurs ailleurs ? Belle présentation. Merci. Oui, l'ailleurs, effectivement, l'idée d'un pont, ça me plaît beaucoup parce que c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas à travers les livres que je publie, c'est que rien ne soit figé, rien ne soit enfermé, ni dans une forme, ni dans une recette, que ce soit toujours ouvert et que ce soit toujours dans l'idée de déplacer, donc à travers principalement le langage, l'écriture, mais aussi d'autres formes, puisque je travaille aussi avec des artistes pour la part d'illustration, mais aussi avec des musiciens avec lesquels on propose des événements, des lectures musicales, etc. Et l'idée, voilà, de relier plusieurs ailleurs, c'est marrant parce que je ne l'avais pas envisagé comme ça. Moi, j'imaginais que l'ailleurs était toujours un peu en moi et dans ce que je fabrique et que je le trimballais d'un lieu à l'autre. Mais ça me plaît bien aussi l'idée que finalement, ça peut aussi être un lien qui se crée entre deux endroits, deux espaces, aussi bien géographiques que symboliques, qui seraient un peu fermés, mais qui du coup, parce que j'essaie de fabriquer, peuvent se déplacer aussi. Merci Mélanie. Pour terminer les présentations, on va maintenant donner la parole à Yana Lautenberger. Bonjour Yana. Bonjour. Alors Yana, toi tu es la fondatrice du Labo Estampe, un atelier de création, d'expérimentation et d'impression artisanale. Tu travailles l'image imprimée comme une forme de narration sans parole, une mémoire en creux. Ta démarche artistique joue avec les matières, les empreintes et les résonances. Comment le geste de l'estampe crée-t-il une trace de l'ailleurs ? Oh là là. Alors, l'estampe, la matrice, il y a un déplacement permanent entre l'image et le miroir. Et je trouve très intéressant la manière dont on peut tourner autour de cette réalité-là et finalement ce changement de perspective, de facette, peut-être qui m'intéresse le plus dans l'estampe. Merci Yana. Alors l'ailleurs, c'est ce qui est loin, ce qui nous attire, ce qui dérange parfois, ce qui déplace toujours. Il peut être géographique, culturel, linguistique, mais aussi imaginaire, intime, symbolique. Alors entrons ensemble dans cet ailleurs vibrant, mouvant, fertile, celui des artistes, mais aussi peut-être un peu du nôtre. Qu'en est-il de l'ailleurs que l'on invente, celui que l'on rêve, qu'on projette, qu'on dessine comme un monde possible ? L'ailleurs, c'est aussi un espace de liberté intérieure, une échappée vers l'utopie, le symbole ou l'imaginaire. Alors aujourd'hui, je me demandais comment l'ailleurs, même totalement fictif, peut-il devenir un outil de création, d'introspection, voire même de résistance ? Est-ce que l'un de vous a quelque chose à apporter à cette réflexion ? Mélanie ? Alors oui, déjà dans ce que tu viens de dire, moi je retiens l'espace de liberté, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Je pense que la liberté, en fait, quelle que soit la vision qu'on en a ou qu'on peut en faire, c'est plus facile finalement quand elle est dans un cadre qu'on définit. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai choisi l'objet du livre. Je pense que le livre, même si c'est limité a priori dans son format et dans ses dimensions et dans sa forme elle-même, c'est quand même un objet qui est quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'à travers les mots, à travers le langage, ça développe un espace intérieur, un espace mental, mais un espace aussi de sensations qui nous permet finalement de voyager, de déplacer notre regard, de modifier aussi notre état de conscience. C'est un état dans lequel on est quand on lit, qui est un petit peu second, un petit peu entre une forme de lucidité et une forme de rêverie. Et je pense que voilà, en ça nous déplace, et autant intérieurement que en profondeur dans la façon dont ça fait bouger des choses ensuite. Et puis dans ce que tu as dit aussi par rapport à une forme de résistance, ben oui, ça permet aussi de véhiculer des idées, des opinions, d'affirmer des choses, mais aussi de laisser des éléments ouverts, c'est-à-dire en interrogeant, en ouvrant des pistes, permettre à chacun de s'approprier du sens, de la signification pour que ça ait une valeur différente pour soi. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce que quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Maxime, peut-être. Eh bien, moi, la question de l'ailleurs, en fait, j'ai un peu pensé d'une manière, dans une approche un petit peu plus critique, d'une certaine manière. Et en fait, j'ai pensé tout de suite à un courant en France qu'on appelle l'orientalisme, au 19e, et qui est aussi, en fait, comment le fait de s'inspirer d'un ailleurs un peu fantasmé contribue à créer des stéréotypes. Il y a Edward Said qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, qui montre qu'au 19e siècle, en fait, toute une partie des écrivains français ont inventé une sorte d'Orient rêvé, très marqué par une vision très stéréotypée des femmes, un monde très qui donne pas très envie, à vrai dire, mais qui à l'époque génère une forme de rêverie, des trucs comme ça. Moi, j'ai pensé aussi un petit peu à ça dans ce rapport à l'ailleurs. C'est-à-dire, je pense que c'est un mot, un concept qui est assez délicat aussi à employer, qui est très beau parce qu'évidemment, il y a c'est une puissance, quoi, l'ailleurs. C'est des choses qui nous nourrissent, qui font et défont nos imaginaires. Et en même temps, je pense que c'est aussi un endroit où il faut être un peu délicat, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'aller s'inspirer d'un ailleurs? Qu'est-ce que déploie aussi comme nouveau stéréotype par rapport à cet ailleurs? Je trouve que c'est un mot intéressant justement parce qu'il a comme deux faces en quelque sorte. Ouais, c'est d'abord déterminer où il commence et puis voir où il nous amène. Ouais. Yana, peut-être? Alors, si on prend l'ailleurs, moins comme un lieu géographique, mais comme un lieu où se trouve l'autre. Et si on interroge notre position face à cet autre, l'ailleurs, finalement, il peut être entre nous. Juste du fait d'avoir une réalité... en fait, on a tous une réalité différente. Rien n'est linéaire, je pense, personnellement. Du jour au lendemain, on peut se trouver ailleurs tout en étant juste toujours là, ici... avec tout le monde comme tous les jours, mais des événements de vie, des mouvements intimes finalement qui peuvent éjecter. Ça m'intéresse aussi. Alors, est-ce que, en tant qu'artiste, ça vous est déjà arrivé d'inventer un ailleurs de toute pièce pour créer une œuvre, un lieu fictif, une langue imaginaire ou même une temporalité différente? Est-ce que c'est un exercice sur lequel vous êtes déjà frotté? Moi, c'est un de mes 10 000 projets en cours, mais c'est d'essayer de recréer des espaces sonores vrais, mais complètement fictifs.
en bossant avec sur des diffusions qui nous entourent et tout ça, pour recréer des pièces différentes où on entend le robinet derrière nous, quelqu'un qui rentre devant nous. Mais c'est avec des acoustiques vraiment très propres, et à faire que des choses complètement artificielles pour créer un espace naturel. Bon, c'est un long travail. J'y travaille petit à petit, quoi. C'est un de tes 12 projets, comme tu disais. 12, ouais. Est-ce que, je sais pas, Maxime ou Yana, peut-être qu'en tant qu'artiste, vous avez essayé cet exercice de créer de toutes pièces quelque chose pour y plonger? Bien sûr, j'ai l'impression, l'état de créer, c'est un état de conscience modifié. Donc, je suis déjà ailleurs. J'ai peut-être je fais une fixation sur ce concept de l'ailleurs, de ce déplacement. C'est un peu un fil rouge dans ma vie, un peu comme tu dis, Antoine, aussi, de me sentir toujours un peu décalée, d'avoir l'impression... mais en même temps, le plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que tout le monde en a ça. C'est universel. En tout cas, pour créer, on déplace quelque chose, on transpose quelque chose. En tout cas, moi, j'ai besoin de le faire pour que ça sorte. C'est juste le point de vue qui change, quoi. L'ailleurs, c'est juste... de toute façon, on ne sera jamais ailleurs, parce qu'une fois qu'on y est, on n'y est plus. Donc, c'est juste un but, ou voilà, quelque chose de fantasmé, ou de pas fantasmé, mais c'est autre chose. Et voilà, quand on cherche à y aller, on n'y est plus. Complètement. Et est-ce que vous avez eu besoin parfois de vous éloigner ailleurs, du coup, pour mieux créer, pour mieux revenir? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important dans vos processus artistiques? Parfois de prendre un peu de recul et... Qui répond? Bon, je me considère pas comme artiste, même si je pense que... Enfin, pour avoir fait des choses quand même dans le passé et être quand même dans un processus créatif, je pense que c'est propre à toute forme de création. Et je pense que même pour n'importe qui n'est pas artiste, quand il fait du jardinage ou de la cuisine, il peut ressentir ça. Ces moments en fait où on a besoin d'absorber, de se nourrir. Moi, je sais que par rapport à la littérature, je pense que je pourrais pas faire ce que je fais si j'avais pas des périodes où je lis et où je réfléchis beaucoup sur d'autres formes comme ça de. Enfin, je pense que c'est un cycle, et puis même j'ai l'impression que de ce qu'on dit chacun depuis le début, il y a un double mouvement toujours, c'est-à-dire il y a les moments, les temps où on a besoin comme ça d'avaler, de prendre, de réfléchir, et moi j'appelle ça les moments où ça mijote, et puis jusqu'à ce que ça boue, et puis ça déborde, et là il faut produire, quoi, il faut que ça sorte. Et donc ces histoires d'ailleurs, ça me faisait penser aussi à une petite anecdote que j'ai trouvée dans un livre de la romancière Siri Husfeldt, qui est femme de Paul Auster, qui est d'origine norvégienne et qui parlait un mot en norvégien qui est yonder. Et un jour, elle parlait avec son père, elle lui disait « Mais c'est quoi, papa, exactement, yonder, ça veut dire quoi ? C'est ici ou là-bas ?» Et il lui disait « C'est ni vraiment ici, ni vraiment là-bas. A priori, c'est un mot qui n'existe pas, en tout cas dans notre langue, qui n'a pas d'équivalent. » Il lui donne une image d'un arbre qui est un peu plus loin. Il lui dit « Tu vois, voilà, yonder, c'est ça, c'est devant l'arbre quand tu le regardes d'ici. » Et elle lui dit « Mais est-ce que quand je serai devant l'arbre, ça sera toujours yonder ?» Elle lui dit « Pas tout à fait. C'était yonder tout à l'heure, mais ça sera plus yonder maintenant. » Bon, voilà, c'est une petite anecdote. Merci. Du coup, voilà, tu nous montres vraiment que les influences extérieures, qu'elles soient culturelles, linguistiques ou esthétiques, elles résonnent dans les œuvres des artistes et qu'elles amènent aussi cette partie de l'ailleurs. Maxime, toi, ça te parle, cette résonance
avec l'extérieur? Oui, complètement. Complètement. En fait, il y a aussi quelque chose de tellement désespérant dans ce monde que c'est comme une sorte de nécessité absolue d'aller lire, d'aller explorer d'autres territoires qui soient sensibles, imaginaires ou de promenade, quoi. Et c'est pareil, j'ai oublié le point de départ de ma phrase et de ta question. Non, mais moi, ma question, c'était est-ce que les influences extérieures résonnent dans tes œuvres? Oui, Bien le thème. Ah, on est en fait dedans. non, mais par exemple, alors on va vraiment croire que j'ai une sorte de centre d'intérêt un peu limité pour le paléolithique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent, comme le néolithique par exemple. Mais du coup, pour le paléolithique, eh ben, moi ce qui m'intéressait, c'était, j'ai beaucoup lu sur cette époque, j'ai beaucoup visité de grottes, et en fait une des choses qui m'a vraiment fasciné, c'est cette histoire de discrétion et de non-ostentation. Comment c'est une société qui a produit une forme artistique tout en restant très discrète dans ses interventions sur le paysage. Et donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais comment on peut travailler l'écriture comme ça, donc sans abîmer les choses, en piochant ici et là, effectivement du côté des époques lointaines. Moi, je lis beaucoup d'anthropologie aussi, parce que ça re-questionne constamment nos modes d'organisation sociaux. Et donc c'était un peu ça mon idée. Comment ce truc de la discrétion et du non-ostentatoire, on peut le redévelopper dans l'écriture. Il y avait quelque chose comme ça. Et ça, on peut dire que, j'essaie de retomber sur mes pattes comme un petit chat sur le début de la question, on peut dire que c'est une sorte d'inspiration pour l'ailleurs, d'inspiration par l'ailleurs, en quelque sorte. Complètement. Donc là, on a abordé l'ailleurs comme l'imaginaire comme territoire. Peut-être qu'on pourrait se questionner sur l'ailleurs comme utopie ou critique du présent. Est-ce que ça vous arrive à vous d'utiliser l'ailleurs pour poser un autre regard sur notre réalité, en imaginant des mondes possibles ou en contournant les contraintes du réel? Est-ce que ça, c'est des notions qui vous parlent dans vos démarches? Maxime, il avait l'air de dire oui avec la tête. Oui, moi ça me parle beaucoup parce que je disais ce truc sur le désespoir dans ce monde. Donc c'est absolument nécessaire c'est absolument nécessaire d'aller chercher d'autres inspirations. Moi je pense par exemple à un bouquin qui m'a beaucoup fasciné d'une anthropologue, archéologue qui s'appelle Marija Giamboutas, et en fait qui fait le pari, on pourrait dire, historique d'une croyance à une divinité féminine entre le paléolithique et le néolithique, et qui regarde toutes les petites statuettes, tous les vases, les produits de vaisselle, etc., dans cette dynamique. Et ça ne veut pas dire que c'est tout à fait vrai, ça ne veut pas dire que c'est sûr que c'était comme ça que se déployait la spiritualité à cette époque, mais c'est pareil, ça nous force à porter un regard critique sur notre monde. Et ça ouvre aussi, c'est les deux trucs intéressants, quoi. C'est en même temps la dimension critique et l'espoir qui se déploie. Donc moi j'aurais dit, ça c'est une source importante aussi. Antoine? Non, moi j'écoute Maxime, je me sens ailleurs, c'est trop bien. C'est déjà ce qui compte. Non, du coup, moi, dans ma propre pratique, c'est que j'enregistre au quotidien des choses tout le temps, et ça me permet ça fait des décors pour créer des poésies avec. Donc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de question de point de vue. C'est quand on entend des sons, on peut recréer aussi d'autres mondes par rapport à ces sons, des sons qui sont aussi simples qu'une mobilette ou n'importe quoi. Donc c'est juste des questions de point de vue et d'imagination. J'ai toujours l'impression que les choses sont... Je me fais engueuler par les techniciens parce que je parle trop près du micro. Les mondes, c'est un peu élastique, et du coup, il faut tirer des choses, voir des couleurs différentes et voir des choses différentes. Là, j'ai fait une chanson avec mon kiné, il est juste au-dessus, là, il s'appelle Jérémy, et il m'a défoncé les tendons avec des ondes de choc. C'est comme un gros marteau. Et ça m'a fait une boîte à rythme pour une chanson. Donc c'est juste des questions de point de vue différents, quoi. Ouais, l'ailleurs peut vraiment commencer tout près, quoi. Sur JR à tout moment. Ça, c'est quand même incroyable. Mélanie? Yana? Je pense à la traduction.
qui répond pas vraiment à ta question peut-être, mais finalement, ça englobe ça aussi. Quand tu parlais de Yonder et ce phénomène d'avoir des mots dans une langue qui sont finalement des concepts, des espaces de mentalité d'une population, un lieu ou aussi qui se fixe dans une époque et qui, juste à côté, n'a pas le même sens ou pas de sens du tout. Et le fait de voir ou de vouloir traduire, quand on se déplace, on est parfois amené à traduire ou parfois sans se déplacer, mais on a envie de comprendre cette autre chose qui arrive. Et il y a en fait, ça demande beaucoup de respect aussi. Pour, à la fois, il faut trouver un mot, mais à la fois, il faut garder en tête que peut-être on reste toujours un peu à côté. Et finalement, c'est très beau aussi, cette précarité-là. Complètement, de ne pas tout saisir et de laisser complètement. Yana, je crois que tu as amené quelque chose que tu as réalisé. Et un des tout derniers exemplaires de l'anatomie de l'ailleurs. Donc, ça pourrait être un hasard, je ne sais pas, mais il y a longtemps maintenant, il y a 15 ans, plus, une poète, écrivain, Sevan Lostis, m'a invité à travailler avec elle sur un projet de recueil de poèmes sur l'ailleurs, sur l'exil. On s'est vraiment rencontrés, on a fait connaissance pour ce projet. Elle m'a contactée après avoir trouvé mes images quelque part. Et voilà, là j'ai pris quand même des petites notes parce que faut rester à... Alors, on se disait ça pourrait être pas mal si tu nous lisais un petit extrait. Je vais vous lire un petit extrait, mais je vais juste vous expliquer ce qu'elle m'a dit, d'où lui venait vraiment le besoin de faire ce livre. En fait, elle a passé une partie de son enfance en Picardie, près d'un foyer pour des travailleurs marocains en grande partie, qui avait été qu'on a fait venir dans cette ville parce qu'il y avait une industrie qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre et voilà, c'était pratique. Et donc, enfant, elle a vu ces hommes qui flottaient un peu, qui allaient au travail, qui rentraient du travail, qui vivaient dans ce foyer entre hommes. Très peu avaient fait la démarche de faire venir leur famille et au fil des années, c'était devenu des vieux monsieur très solitaires et elle, ça lui a déchiré le cœur, enfant. Et quand elle était toute jeune adulte, elle est allée faire une partie de ses études à Zanzibar. Elle a appris le swahili et elle a... là on n'est pas au Maghreb, mais finalement c'est pas très loin. Et la situation n'est pas tellement différente. Là, elle a rencontré des familles qui avaient leurs hommes quelque part en Europe, qui cherchaient éventuellement à améliorer la situation pour la famille. Et elle a vu cette déchirure de l'autre côté. Et voilà, c'est un peu de cette manière aussi qu'on a construit le livre, autour de la question... bien sûr, il y a le déplacement géographique, mais voilà, qu'est-ce qu'on devient en fait quand on s'extrait d'un chez-soi avec une idée très précise de ce qu'on allait faire ailleurs, mais qui finalement ne donne pas du tout le résultat escompté. Combien on peut transporter cette nouvelle réalité aussi auprès de ses proches qui comprennent peut-être pas, puisque tu es en Europe, il y a beaucoup d'argent, tu peux... Donc c'est particulier, c'est un regard
parfois un peu... ouais, c'est triste, en fait, comme histoire. Sévan, elle écrit très bien, je trouve. Donc je vais essayer de vous lire quelques lignes de ce recueil, L'anatomie de l'ailleurs. Que sais-je encore de cette étrangère dans le miroir, de mon reflet net, de mes gestes en partance, de mon regard en errance, de la carte en moi qui se trouble et s'effrite. C'est très court. C'est très fort. C'est très fort. Voilà, Ce recueil, donc toi, tu as réalisé toutes les illustrations. Oui, j'ai fait les images et justement, quand elle m'a contactée, elle n'avait encore rien écrit. Elle m'a parlé de cette expérience de vie donc, et de son besoin et qu'elle a vu dans mes tableaux. Elle venait de voir une expo de peinture. Quelque chose qui lui a dit voilà, on va peut-être pouvoir faire ça ensemble. Et on a très longtemps joué au ping-pong. Elle m'a envoyé un mot, une phrase. Elle a essayé de me décrire la couleur de l'eau à Zanzibar. Et moi, je lui ai renvoyé justement une couleur. Est-ce que c'était celle-là? Une texture. Voilà. Et doucement, on a tramé, tissé ce recueil ensemble. Et vous avez mis combien de temps à le réaliser? 1 an et demi à peu près pour avoir les images et les textes. Et puis on l'a fait imprimer en 2011. Et donc on peut encore trouver des exemplaires Alors il me reste 4 exemplaires au stand là-bas. Très bien. C'est une toute petite édition, voilà, ça date un petit peu, on l'a tiré en 500 exemplaires. Voilà. Donc, merci Anna. Alors peut-être pour élargir, ou enfin pas pour conclure, mais aujourd'hui, forcément avec l'intelligence artificielle, ça remet beaucoup en question le travail de certains artistes. Enfin, on se questionne parce que finalement, on peut créer un ailleurs de toutes pièces avec ce genre d'outils. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous effrayer ou vous restez persuadé que la création artistique sera toujours au-dessus et plus forte? Moi, ça m'effraie pas trop parce qu'en fait, ce qui me semble intéressant dans la création artistique, c'est les liens qui se font. Et pour donner un exemple, parce que j'adore cette histoire et je suis en train de bosser dessus, donc je suis un peu immergé. Moi, j'ai lu il y a 1 mois et demi une histoire dans un journal qui s'appelle Le Parisien de gens qui sont déguisés en ours pour abîmer les banquettes d'une voiture de luxe aux États-Unis et récupérer les sous de l'assurance. Alors malheureusement, ils se sont fait choper parce qu'ils avaient une démarche d'ours qui était un peu... qui a trahi l'humanité qui restait en eux. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de la mettre en lien avec la figure de l'ours, le fait d'essayer de faire des petits coups sans avoir besoin de travailler ou d'être salarié. Ça résonne avec une image que j'ai vue, un petit ours qui ressemble d'ailleurs à un petit nounours qu'on mange en guimauve, qui a été trouvé pareil à Isturitz, et je pense à cet ours. Et en fait, je crois que cette connexion, alors je parle de moi, mais en fait c'est pareil pour tout le monde, hein, en fait les liens que nous on fait en tant que personnes qui écrivent, qui peignent, qui font de la musique, etc. En fait, les connexions que produisent l'intelligence artificielle m'intéressent pas beaucoup par rapport à celle-ci. Mélanie? Ouais. Moi, je rejoins Maxime déjà sur le fait que, enfin voilà, effectivement, créer, c'est pas, voilà, c'est pas carré, c'est pas mathématique. Enfin, ça peut l'être parce qu'on peut se donner aussi des contraintes, mais avant qu'une IA, une forme d'IA ait cette capacité, en tout cas, à tisser. Enfin non, vraiment, ça me fait pas peur. Et puis surtout, ça me fait penser à ce qui a pu se produire à d'autres moments de l'histoire. Je pense qu'il y a toujours eu, au moment où il y a des innovations, où il y a des changements importants dans la société, comme il y a eu avec l'arrivée d'Internet il y a quelque temps, et que beaucoup d'entre nous ont connu. Je pense que tout le monde s'est dit, oulala, c'est la catastrophe. Enfin voilà,
les livres papier vont disparaître, tout va être numérique. Enfin, évidemment, il y a des conséquences négatives aussi, mais je pense que malgré tout, il y a plein de gens, voilà, qui l'utilisent comme une ressource pour faire de la recherche, pour avancer, et qui gagnent du temps par rapport à l'époque où on avait juste des dictionnaires, des encyclopédies. Donc, non, moi, ça me fait pas peur. C'est vrai que c'est comme on se disait avec le vinyle allait disparaître et finalement ça a redonné un élan sur ce support physique parce qu'on sait aussi que voilà, il est plus rare. C'est marrant d'ailleurs que vous en parliez parce que moi j'ai des projets pour développer ça aussi, c'est-à-dire la poésie avec l'audio, quoi, parce que je pense que en tout cas la poésie c'est quelque chose qui est lié beaucoup à l'oralité et de pouvoir la faire entendre. Autrement qu'avec des événements où il n'en reste pas de traces, c'est aussi un truc que je veux faire, et notamment en vinyle. Ouais. Yana, Antoine, peut-être quelque chose sur l'intelligence artificielle? Non, mais sur peut-être toi ce que ça t'évoque, parce que finalement c'est plutôt positif d'entendre que bon bah voilà. Moi je trouve que l'intelligence artificielle était un très bel oxymore, mais voilà. Je conclurai là-dessus. Yana. Oui, je ne pense pas qu'elle pourra remplacer. Elle est complète. Elle ne pourra pas faire ces déplacements dont on a parlé pendant cette discussion. Je pense qu'elle est trop figée. Elle apporte autre chose qui va peut-être nous enlever quelque part des difficultés ou parfois aussi peut-être elle va nous priver de quelque chose. J'ai très envie de ne pas le croire, mais je pense la peinture devait être morte aussi, la gravure, donc non, j'y crois pas. Génial, ça c'est positif. Après c'est vrai qu'il y a des métiers comme tu parlais tout à l'heure de la traduction. Moi j'étais il y a pas longtemps là des rendez-vous de l'édition où il y avait des traductrices qui étaient vraiment en souffrance par rapport à l'arrivée de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a quand même des phénomènes au niveau de plein de secteurs comme ça, où les gens se servent de ça pour traduire des livres, et du coup les traducteurs se retrouvent à faire le boulot de réviseurs. Ils se retrouvent avec des traductions catastrophiques qu'ils doivent vérifier, contrôler et relire, et ça modifie complètement leur métier, notamment du fait qu'ils n'ont plus la part de créativité. Ils se retrouvent à faire du travail de correcteur et évidemment ils ne sont pas payés de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences déjà très négatives. Ouais. Bien sûr. Mais sur la création... Mais voilà, pas sur la part artistique en tout cas. Voilà. Et puis il y a aussi des conséquences positives, c'est-à-dire que par exemple dans le milieu scientifique, médical, et c'est là déjà depuis longtemps, enfin voilà, tous les outils, les appareils qui servent à faire des examens médicaux, des scanners et tout ça, c'est une forme d'intelligence artificielle. Quand on utilise son GPS, c'est de l'intelligence artificielle, et c'est quand même utile à certains niveaux à notre société d'apprendre maintenant à faire le tri, à s'en servir intelligemment, justement. Bien évidemment. Bon, pour conclure, j'ai trouvé cette citation. Alors, malheureusement, je n'ai pas la personne qui l'a écrite, mais je trouvais que c'était une bonne manière de terminer ça. Elle disait, et si l'ailleurs, c'était simplement une autre façon de se retrouver soi-même. Et j'aime bien cette idée que finalement, l'ailleurs, il appartient à tous. Et voilà que dedans, on peut vraiment s'y retrouver. Je ne sais pas si Mélanie, je te hoche de la tête. Oui, c'est-à-dire se retrouver soi-même, mais se retrouver entre nous aussi. Je crois que c'est ça qui est important. Je pensais tout à l'heure, selon les échanges, à un livre d'Hakim Bey qui s'appelait Taz, dans les années 90. En français, Taz, c'était une zone autonome temporaire. C'était l'idée de pouvoir créer justement des espaces où se rassembler entre personnes qui ont des passions communes. Bon, lui, il parlait beaucoup de la musique, c'était le temps de la techno, etc. Mais je trouve que plus ça va, plus on avance dans cette société où politiquement aussi ça devient un peu inquiétant, voilà, avec la montée du fascisme et de tout ce qu'on essaye de nous empêcher de faire. Et je crois que finalement c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin et envie, c'est une nécessité, voilà, de créer des espaces où se retrouver avec des personnes avec qui on peut partager des choses en commun et créer justement.
Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, dans quelques minutes, Antoine va nous faire un petit concert. Je crois là, ici, hein, dans cette pièce, si j'ai bien compris. Juste là. Antoine, c'est un live que tu as préparé spécialement pour ce moment, ou c'est un live avec lequel tu tournes? C'est un live avec lequel je commence à tourner maintenant, dans 10 minutes. Donc c'est le tout début. En fait, j'ai sorti un nouvel album il y a quelques semaines et du coup là c'est le début des concerts. Super. Et alors ce nouvel album, on peut se le procurer où? Et on peut se le procurer auprès de moi, car nous avons tout vendu sur les internets. Wow. Voilà, donc j'en ai Direct, en quelques semaines. Direct, paf, comme ça. Du coup, il y en a un peu sur le stand de Yanaïta Araguas à l'intérieur et dans mes poches. Bon, bah, super. Merci encore une fois à tous. Merci également au Bilsart. Merci Jeanne. Merci. Merci à Jean-Michel, merci à Maïder, merci à Bastien, merci à Baptiste à la technique et au reste de l'équipe. Et puis à très bientôt sur les ondes de Dia.